Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel sur l'outil Menuiserie extérieure. Ici, nous allons parler plus spécifiquement de l'outil dans la version de Vectorworks 2016 SP2. Nous allons ici replacer l'outil dans son contexte historique. Si l'on commence en haut à gauche, vous reconnaîtrez sans aucun doute l'icône qui était visible dans Vectorworks dans les versions précédentes. Mais cette icône a été modifiée pour la version Vectorworks 2014. Elle a été représentée en 3D. On retrouve également cette nouvelle icône dans la version de Vectorworks 2015 SP1. Mais comme précisé précédemment, les utilisateurs de Vectorworks qui disposent d'un module Architecture, Jardin et Paysage ou Studio ont reçu un tout nouvel outil avec une toute nouvelle icône lors de leur mise à niveau vers Vectorworks 2015 SP2. Nous voyons apparaître cette icône en haut à gauche de l'écran. Entre-temps, pour les versions 2013-2014, on disposait d'un outil Menuiserie intérieure avec une icône de porte en 3D. Cet outil a malheureusement disparu depuis Vectorworks 2015. Mais nous avons toujours à notre disposition l'outil Porte intérieure depuis 2014 et auparavant. Depuis Vectorworks 2015, cet outil a reçu une nouvelle icône. Retournons à présent au sujet de ce tutoriel, l'outil Menuiserie extérieure dans sa version 2016 SP2. Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur une fenêtre assez simple. Nous allons passer en revue la boîte de dialogue de l'outil étape par étape. Cependant, utiliser une fenêtre ou une porte aura beaucoup plus de sens si l'on a un mur dans notre dessin. Nous allons donc commencer par dessiner de simples murs droits. Nous avons préparé pour cela le style parois extérieures briques. Et comme c'était le cas dans les versions précédentes, nous devons dessiner le mur extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre. On commence donc à dessiner notre mur en haut à droite et on descend avec notre curseur. On clique et on glisse notre curseur vers la gauche pour dessiner un mur dans notre document. La couche de dessin a une hauteur de 3 mètres et on obtient ce résultat. On sélectionne à présent l'outil Menuiserie extérieure qui est disponible depuis Vectorworks 2015 SP2 pour les utilisateurs de Vectorworks Architecture, Jardin et Paysage et Studio. Une fois que vous avez sélectionné cet outil, vous pouvez voir que tel un symbole, la fenêtre est accrochée au curseur et elle va apparaître en surbrillance une fois qu'on la placera sur l'un des murs que nous avons dessinés. Il nous suffit alors de cliquer sur ce mur pour placer notre fenêtre dans ce mur. L'endroit où l'on place la fenêtre n'a pas tellement d'importance. À présent, il n'est plus nécessaire de cliquer une deuxième fois pour déterminer l'orientation de la fenêtre. L'outil va détecter automatiquement cette orientation selon le sens dans lequel on a dessiné le mur. Une boîte de dialogue va s'ouvrir. Nous allons y revenir par la suite. Pour le moment, on accepte les valeurs par défaut en cliquant sur OK. On obtient alors une fenêtre dans notre mur et comme vous pouvez le voir, les dimensions par défaut de cette fenêtre sont de 1 mètre sur 1 mètre avec une hauteur d'insertion de 1 mètre. Le document est affiché en millimètres, comme on peut le voir dans la palette Info Objet. Nous pouvons modifier la hauteur et la largeur de la fenêtre et enfin sa hauteur d'insertion. La hauteur d'insertion est la distance entre le niveau 0 de la couche de dessin active et le point d'insertion du seuil, par exemple. De cette façon, on modifie directement notre fenêtre. Pour apporter des modifications à cette fenêtre, nous devons revenir à la boîte de dialogue précédente. Pour cela, nous cliquons sur le bouton Préférences. Nous aurions pu également double-cliquer sur l'objet. On se retrouve donc dans la boîte de dialogue Menuiserie extérieure. Nous allons la parcourir ensemble. Nous commençons par la colonne à gauche de la fenêtre nommée Catégorie. L'idéal est de définir les valeurs souhaitées en parcourant ces catégories de haut en bas. Au centre de la boîte de dialogue apparaît l'aperçu de la fenêtre qu'on dessine.
on va voir qu'il suffit de cliquer sur cet aperçu pour sélectionner et définir les différents éléments. On peut comparer la droite de cette boîte de dialogue à ce que l'on trouve dans un dessin Vectorworks. On peut considérer ça comme la palette info-objet de l'élément de la fenêtre que l'on a sélectionné. Ici, on retrouve par exemple, dans la catégorie générale, la hauteur et la largeur de l'objet. À titre d'exemple, nous allons modifier les dimensions de notre fenêtre. On souhaiterait par exemple une largeur de 1800 mm. Pour la hauteur, on saisit une valeur de 1200 mm. Et là où la palette info-objet ne donne que la hauteur d'insertion de la fenêtre, ici, nous pouvons choisir via l'aperçu de cette boîte de dialogue si l'on souhaite utiliser comme hauteur d'insertion la hauteur du linteau ou celle du seuil. Par exemple, on choisit ici d'indiquer une hauteur pour le linteau de 2400 mm. En appuyant sur la touche Tab, on passe au champ suivant et on voit que la hauteur du seuil a été automatiquement modifiée. Cette fenêtre possède également un mode d'insertion. Par défaut, celui-ci est défini sur « Dans le mur ». Mais nous verrons par la suite que cette fenêtre peut parfaitement devenir une fenêtre de coin ou occuper le mur tout entier. Nous reviendrons sur cela par la suite. La fenêtre a été placée automatiquement dans la classe 31 Bed en mur extérieur, la classe SFB créée à cet effet. Mais vous pouvez la placer dans une autre classe ou également créer une nouvelle classe via l'option Nouvelle classe. Dans certains cas, indiquer la résistance au feu et l'afficher dans le dessin peut être important. Nous voyons que l'option Forme de coin est encore grisée. Cette option sera activée dans une des prochaines versions de l'outil. Il nous reste le plan de coupe qui est activé pour le moment. Le plan de coupe est le plan affiché dans l'aperçu par cette ligne rouge et cette flèche pointée vers le bas. Il s'agit précisément de l'endroit où l'objet sera coupé pour qu'ensuite une vue en plan 2D soit générée. En effet, l'objet que nous sommes en train de créer est un objet hybride. Nous définissons donc ici l'endroit que nous souhaitons utiliser pour l'affichage 2D. Pour le moment, ce plan de coupe est placé à une hauteur de 1500 mm. Mais il pourrait également apparaître à une hauteur de 2000 mm, par exemple. Il est toujours bon de savoir que si l'on saisit ici une valeur non valide, par exemple 800 mm, ce qui reviendrait à dire que notre plan de coupe serait placé sous le seuil de la fenêtre, et si l'on essaye de confirmer cette valeur, le plan de coupe retournera à la valeur programmée précédemment. On ne saurait donc pas saisir une valeur erronée. La même chose va se passer si l'on essaye de placer notre plan de coupe à une hauteur de 3000 mm. Cette valeur ne sera pas acceptée. Cependant, une valeur réaliste située entre 1200 et 2400 mm fonctionnera parfaitement. Par exemple, 1600 mm. Notre plan de coupe sera alors déplacé dans le sens de la hauteur. L'aperçu sera modifié proportionnellement pour que l'on ait toujours une représentation correcte de l'objet que nous sommes en train de définir. Mais dans ce cas-ci, il vaut peut-être mieux revenir au dessin dans une vue plan 2D. Voici la fenêtre que nous avons pour le moment. Le prochain détail que nous allons définir concerne le raccord au mur. Il s'agit pour le moment d'une insertion simpliste de l'objet. On retourne donc dans notre boîte de dialogue et nous prenons la catégorie Raccord mur. Vous voyez qu'on a également un aperçu de la fenêtre dans cette catégorie. Il nous suffit alors de cliquer sur l'un des côtés de la fenêtre pour activer la partie droite de la boîte de dialogue. Nous allons commencer par cliquer sur l'un des deux côtés verticaux de l'objet. Que ce soit celui de droite ou de gauche n'a pas d'importance. Nous activons alors la partie Raccord mur de la boîte de dialogue. Vu que cette fenêtre sera insérée dans un mur,
on voit apparaître un nouveau cadre dans notre boîte de dialogue avec un aperçu plus détaillé de l'insertion de la fenêtre dans ce mur. Et vu que la fenêtre que nous sommes en train de définir se trouve déjà dans un mur, le mur et ses composants sont détectés en quelque sorte par l'outil et les différentes possibilités d'insertion apparaissent, où chaque composant joue un rôle différent. Nous avons ici 8 possibilités d'insertion, dont les plus classiques. Nous sélectionnons la 4e méthode et on voit alors l'aperçu changer en fonction du choix que l'on fait. Nous pouvons modifier ce décalage. Par exemple, on va prendre une valeur un peu exagérée de 100 mm. De cette façon, vous pouvez voir la différence dans l'aperçu. On va retourner à une mesure plus réaliste, par exemple 40 mm, et de cette façon, on a déjà défini un détail de ce raccord de mur standard. On peut également activer la fenêtre même en cliquant dessus dans cet aperçu. Par défaut, le point d'insertion est positionné selon une valeur de 20 mm pour l'axe X, mesuré de gauche à droite, et une valeur de 90 mm pour l'axe Y, mesuré de l'extérieur vers l'intérieur. Si l'on saisit une autre valeur pour l'axe Y, par exemple, pour exagérer, 150 mm, on voit alors que la fenêtre a été placée un peu plus profondément dans le mur. De cette façon, en fonction de la configuration choisie pour le raccord du mur, on peut définir un certain nombre de paramètres sur mesure. Cependant, il peut arriver que cela ne fonctionne pas correctement en fonction de la complexité du dessin. On peut alors cliquer sur le bouton Standard qui nous ramènera à la configuration programmée au départ. On pourra alors recommencer et positionner la fenêtre d'une meilleure manière. Nous revenons alors à la vue plan 2D et on voit alors que la fenêtre s'est déplacée dans le mur. On reprend notre boîte de dialogue, la catégorie Raccord mur, et on sélectionne de nouveau le raccord même dans l'aperçu. En cochant cette option, on peut choisir d'afficher les lignes de jour de notre aperçu. On voit alors apparaître les pointillés qui représentent le mur. Nous y reviendrons par la suite. Ce que l'on remarque, c'est que l'option style de mur apparaît en gris. Nous allons vous expliquer la raison à cela. On confirme et on voit alors dans notre vue plan 2D les lignes de jour apparaître dans le dessin. Imaginons que nous ayons un nouveau fichier. Ce nouveau fichier ne contient aucune ressource, donc aucun style de mur. Dans ce cas-là, si nous créons une fenêtre, nous n'aurons pas beaucoup de possibilités pour le raccord de mur pour les parties verticales. Certes, il n'y a pas de style de mur connu dans le document, mais il y a cependant un mur par défaut. On va pouvoir alors utiliser ce mur pour dessiner 3 types de montage. La fenêtre selon l'axe du mur, la fenêtre à l'intérieur du mur et la fenêtre à l'extérieur du mur. Nous allons à présent importer un style de mur dans le document. Nous sélectionnons par exemple ce style de mur. Si l'on reprend à présent la boîte de dialogue de notre outil et que l'on sélectionne la catégorie Raccord mur, on voit que l'on peut choisir de préparer cette fenêtre selon le style de mur que l'on a apporté. Nous voyons alors que nous pouvons utiliser différents composants pour définir un certain type de raccord avant même que la fenêtre ne se trouve dans le mur. Cependant, dans notre document initial, notre fenêtre se trouve déjà dans un mur, ce qui limite grandement les possibilités à ce niveau-là, car nous devons tenir compte du mur dans lequel se trouve notre fenêtre. Nous en avons fini pour ce qui concerne la partie verticale de l'objet. Si nous prenons une vue 3D, on voit que la fenêtre s'est insérée dans le mur, précisément comme nous l'avons défini dans notre affichage 2D. On continue à présent à travailler sur le reste du raccord du mur.
On reprend la boîte de dialogue et on sélectionne la catégorie Raccord mur. Nous allons sélectionner le côté inférieur de la fenêtre dans l'aperçu. On va alors avoir accès aux paramètres des seuils. On peut par exemple choisir d'utiliser un seuil. Ce dernier possède des dimensions standards, par exemple un nez de 50 mm et un appui de 20 mm. Vous voyez également apparaître un nouvel aperçu détaillé en bas à droite. Celui-ci va nous aider à définir les préférences du seuil. Par exemple, nous décidons d'ajouter une pente de 15 degrés. On voit alors le seuil changer de position dans l'aperçu. On voit également que chaque composant qui touche ce seuil a été automatiquement raccourci. On souhaiterait cependant prolonger notre isolation. Il nous suffit alors de diminuer l'appui, par exemple à 15 mm, et l'isolation intérieure du mur pourra se prolonger jusqu'au bord du mur. On peut faire la même chose en ajoutant un seuil intérieur. Ce seuil intérieur a déjà un certain nombre de paramètres prédéfinis. Nous allons les accepter tels quels pour le moment. Imaginons que nous souhaitions modifier ce seuil intérieur. Rien de plus simple. On sélectionne l'option intérieur et l'aperçu du seuil est alors affiché en gris. On voit ainsi que l'on travaille sur le seuil intérieur. On souhaiterait saisir pour la dimension intérieure du nez une valeur de 80 mm. On voit alors clairement ce qui se passe dans l'aperçu. On clique sur OK et on prend de nouveau une vue plan 2D. On a alors les deux seuils avec les nez indiqués et les différents paramètres définis. Si l'on prend à présent une vue 3D, on voit apparaître ces seuils, tant à l'extérieur avec une pente de 15 degrés, qu'à l'intérieur avec un nez de 80 mm. On retourne dans les préférences de notre outil et on prend à nouveau la catégorie Raccord mur. Cette fois-ci, on clique sur le côté supérieur de la fenêtre dans l'aperçu, ce qui nous donne accès aux préférences des linteaux. Cette fois-ci, nous allons nous limiter à l'insertion d'un linteau intérieur. Lorsque l'on coche cette option, nous allons voir apparaître un linteau dans l'aperçu en bas à droite de la boîte de dialogue. Par défaut, ce linteau est le premier disponible. On voit ensuite qu'il s'agit d'un linteau en acier préfabriqué HEA 100. Mais vous avez accès à d'autres options d'assemblage. Vous trouvez également des linteaux en pierre. Si on sélectionne cette option, vous le voyez apparaître en bas dans l'aperçu. On peut également définir un linteau complètement sur mesure. Si l'on sélectionne cette option, on pourra saisir nous-mêmes une hauteur et une épaisseur pour le linteau. Ici, nous allons utiliser un linteau préfabriqué en pierre 19/6 que nous voyons apparaître dans l'aperçu en détail. Nous pouvons le sélectionner et ensuite le positionner. En fait, ce linteau intérieur est placé par rapport à ce point ci-dessous qui est en fait l'origine à présent visible sur le dessin comme valeur du point d'insertion. Si on laisse la valeur Y sur 0, alors le linteau va se déplacer sur la surface du mur intérieur. Nous pourrions modifier la valeur Z et saisir par exemple une nouvelle valeur de 40 mm. Le linteau va alors être rehaussé de 40 mm. Imaginons que nous souhaitions insérer un volet roulant. Nous avons 3 modèles à notre disposition. Un volet roulant intégré, un simple volet roulant ouvert ou un volet en applique. Dès que l'on a sélectionné notre volet roulant, on peut en définir la hauteur et l'épaisseur. On voudrait par exemple utiliser un volet roulant de 180 mm.
On voit alors apparaître notre volet à cet endroit dans notre aperçu. Évidemment, celui-ci doit se retrouver à une hauteur de 40 mm, ce qui va gêner l'affichage du linteau. On voit que l'on peut toujours sélectionner le linteau dans l'aperçu. On va alors saisir une hauteur d'insertion de 220 mm pour que ce dernier apparaisse au-dessus de notre volet roulant. On voit dans l'aperçu que les composants du mur s'adaptent à toutes les manipulations de ces différents éléments. Et si jamais on fait une erreur de manipulation, il est toujours possible de revenir à la configuration programmée au départ en cliquant sur le bouton « Standard ». Nous en avons fini avec les préférences pour les linteaux. Et nous allons voir ce que ça donne dans notre dessin. En 3D, nous obtenons ce résultat. Vous voyez alors que tous les éléments ont été dessinés en détail. On peut évidemment toujours modifier ces éléments par la suite. Par exemple, on souhaiterait que le volet soit encastré un peu moins profondément dans le mur. Nous pouvons régler ça très vite. On revient dans les préférences et on sélectionne le côté supérieur de la fenêtre dans l'aperçu. On va ensuite donner une valeur Y au point d'insertion. Si on lui donne par exemple une valeur de 20 mm, on voit alors que le volet est placé un peu plus profondément dans le mur. Cependant, si on lui donne une valeur négative sur l'axe Y, par exemple moins 20 mm, alors le volet va se retrouver à l'extérieur du mur. On obtiendra alors ce résultat en 3D. Pour visualiser le résultat en détail, nous allons créer un viewport. On voit alors une fenêtre hybride dont la coupe apparaît dans un viewport de coupe et dont tous les détails sont parfaitement représentés. On retourne aux préférences de l'objet et nous allons prendre la catégorie étiquette. Dans cette catégorie, on peut en effet placer une étiquette dans une vue 2D comme dans une vue 3D. Imaginons que nous souhaitions placer des informations avec notre fenêtre en plan 2D. On coche alors l'option Plan. Dans l'aperçu ci-dessous, on peut ensuite choisir un symbole. Plusieurs symboles sont disponibles dans la bibliothèque de Vectorworks. On peut comparer ces symboles avec ceux qui reviennent dans l'étiquette d'un espace. En d'autres mots, le code #2# désigne le contenu du champ 2 de l'étiquette. Par exemple, on souhaiterait y voir apparaître la largeur de la fenêtre. Il nous suffit de cocher cette option dans la liste déroulante. Dans le champ 3, on aimerait afficher la hauteur de cette fenêtre. On obtient alors dans l'aperçu une image de ce que donne pour le moment notre étiquette. On reprend une vue plan 2D et on peut voir le résultat. On aimerait à présent modifier le point d'insertion de l'étiquette. C'est tout à fait possible car la vue de l'étiquette se positionne automatiquement sur l'origine de la fenêtre. Il nous suffit d'insérer une certaine distance entre l'étiquette et la fenêtre en saisissant une valeur Y pour le point d'insertion. Par exemple, nous saisissons une valeur de 50 mm. L'étiquette va alors s'éloigner de la fenêtre. Si l'on prend maintenant une vue 3D, on voit que l'étiquette n'est plus visible. Il s'agit en effet d'une étiquette 2D, mais nous aurions tout aussi bien pu utiliser la même étiquette en 3D ou même en créer une autre. Voyons voir ce que ça donne. On reprend la boîte de dialogue des préférences et on sélectionne la catégorie étiquette. On va ici cocher l'option Vue pour obtenir une étiquette en 3D. Et une fois que l'on a sélectionné l'option Vue à côté de l'aperçu, on peut utiliser un autre symbole comme base de la mise en forme de l'étiquette. Dans ce cas-ci, on conserve la même mise en forme.
et nous allons insérer les mêmes informations dans cette étiquette. On obtient de cette manière une étiquette en 3D dans notre vue de l'extérieur que l'on peut naturellement repositionner. Nous pouvons également modifier ce symbole en cliquant sur le bouton « Éditer symbole » dans la boîte de dialogue, comme on le ferait pour un espace et l'étiquette d'un espace. On reconnaît alors ici la configuration comme elle apparaîtrait dans le cas d'une étiquette d'un espace. Ces symboles vont pouvoir être ajoutés aux ressources de notre document, au dossier de symboles 31 étiquettes. Pour le moment, dans notre dessin, nous avons une simple fenêtre extérieure rectangulaire. Nous allons pouvoir modifier le contenu de cette fenêtre dans la catégorie cases. Nous travaillerons avec les cases dans un autre tutoriel, mais nous allons tout de même modifier le contenu de cette fenêtre. On pourrait en faire une fenêtre coulissante ou une porte, mais ici, nous allons continuer à travailler avec une fenêtre. Nous pouvons également diviser cette fenêtre en plusieurs sections. Nous avons ici une seule section à laquelle nous allons attribuer un contenu en vert. Nous allons ensuite lui donner un sens d'ouverture. On aura ainsi une meilleure idée de la façon dont cela peut être appliqué à plusieurs sections et à plusieurs cases. On ajoute alors une partie ouvrante au cadre fixe. Le reste des options sera abordé dans un autre tutoriel. On peut choisir d'afficher ce sens d'ouverture en 2D, mais également dans une vue 3D. On coche les deux options, on retourne dans le dessin et on a alors une idée de la façon dont sera dessiné le sens d'ouverture en 3D et en 2D. Pour clôturer ce tutoriel, nous allons passer en revue les attributs graphiques de notre objet menuiserie extérieure. Comme vous pouvez le voir en plan 2D, les linteaux sont dessinés en pointillés, les seuils ont reçu une couleur de remplissage, etc. On retrouve tous ces éléments dans la catégorie Attributs graphiques. Pour cette catégorie, vous pouvez voir que la boîte de dialogue est un peu différente de ce que nous avons eu jusqu'à présent. Cette disposition a pour but de donner un aperçu le plus clair possible de ce que nous avons dans notre dessin. Chaque composant de notre fenêtre a reçu toute une série d'attributs graphiques qui peuvent apparaître dans 3 types d'affichage différents. Une vue 3D, une section 2D et une vue 2D. C'est à ces différents types d'affichage que l'on peut attribuer des attributs graphiques. Et si l'on sélectionne par exemple le linteau intérieur, on voit qu'il est possible de définir les préférences dans le cas où le linteau intérieur serait invisible dans une vue 2D. On voit alors ici que nous obtenons des pointillés que nous voyons apparaître en vue plan 2D. On voit alors s'ouvrir cette partie de la boîte de dialogue. On a déjà vu que si l'on sélectionne dans la case Catégorie un des composants de la fenêtre, alors la boîte de dialogue va afficher l'endroit où le composant se trouve précisément. Par exemple ici le seuil intérieur, le seuil extérieur, etc. Cela nous permettra de travailler ensuite beaucoup plus facilement dans cette partie de la boîte de dialogue. Ce qui nous faciliterait encore un peu plus la tâche serait de ne voir apparaître dans la liste que les composants qui sont utilisés dans notre fenêtre. Il nous suffit alors de sélectionner cette option dans la liste et on obtient une liste de composants beaucoup plus courte. Dans notre fenêtre, nous avons en effet une case, le cadre fixe, et une section, le cadre mobile. Dans ce cadre mobile, nous avons bien utilisé un vitrage. Nous avons dessiné le sens d'ouverture, le sens général et également une représentation en plan 2D supplémentaire. Nous avons bien ajouté un linteau intérieur et 2 seuils, intérieur et extérieur. Nous allons à présent regarder tous ces éléments en détail.
La question ici est: comment allons-nous modifier les caractéristiques graphiques des différents composants de notre objet menuiserie extérieure? On peut procéder, en principe, de 3 façons différentes. Pour la première façon, nous allons sélectionner le composant. Nous allons ensuite choisir quelle partie de ce composant nous allons modifier. Dans cet exemple, nous allons modifier la partie 3D de ce composant. Nous pouvons alors sélectionner les attributs manuellement. Par exemple, notre case sera dessinée en 3D en noir avec une certaine épaisseur de trait. Pour le moment, nous n'allons pas lui attribuer de texture, mais nous allons par exemple lui donner une couleur de remplissage brun clair en 3D. Nous confirmons et nous allons tout de suite voir l'effet de ces modifications. Si l'on prend le dessin en vue plan 2D, on ne verra rien. Mais si l'on prend une vue 3D, alors on verra que notre cadre fixe a bel et bien reçu une couleur brun clair. On va à présent retourner dans les préférences de notre objet, catégorie attributs graphiques. On sélectionne de nouveau les composants utilisés et on prend la section de la fenêtre. Pour la partie 3D, on va choisir par exemple une couleur un peu plus claire que le cadre fixe. On voit alors immédiatement dans notre vue 3D que le cadre mobile a reçu une couleur un peu plus claire. Dans notre vue plan 2D, cependant, rien n'a changé. Pour que les attributs graphiques s'affichent en 2D, nous devons corriger les représentations des composants pour la section 2D et la vue 2D. Par exemple, nous allons donner la même couleur de remplissage au cadre fixe pour la vue 2D. Nous allons également utiliser la même couleur pour la section, mais dans une vue 2D. Nous attribuons à présent une couleur bleue à la couleur de trait du vitrage dans une vue 2D. Nous avons modifié différents éléments et si l'on prend à présent une vue 2D, on obtient ces différentes couleurs pour la section, la case et le vitrage. Les modifications que l'on vient de faire ne sont évidemment pas d'application pour la vue 3D. On reprend à présent la boîte de dialogue des préférences catégorie attributs graphiques. On sélectionne les composants utilisés et le composant seuil intérieur. Ce seuil intérieur possède certains attributs graphiques pour sa partie 3D et sa section 2D, mais il apparaît aussi également parfois dans une vue 2D et comme objet invisible dans une vue 2D. Dans ce cas-ci, nous pourrions dire par exemple que lorsque le seuil intérieur apparaît dans une vue 2D, il reçoit une couleur grise et que le seuil extérieur reçoit une couleur grise plus foncée. Lorsque l'on confirme et que l'on prend une vue 2D, alors on voit apparaître les modifications que nous venons de faire. Encore une fois, en 3D, ces préférences ne s'appliquent pas. On a toujours une couleur de remplissage standard. Comme vous pouvez le voir, définir les mêmes attributs graphiques de cette façon pour l'affichage 2D et l'affichage 3D peut être assez contraignant. Avant d'aller plus loin, encore quelques observations. Par exemple, nous ne pouvons pas attribuer aux composants cases de style de ligne en 3D car les styles de ligne ne peuvent pas être rendus en 3D. Dans une section 2D, on ne peut évidemment pas attribuer de texture. Et dans une vue 2D, on obtient encore d'autres possibilités dans cette boîte de dialogue. Cette liste d'options va donc différer en fonction du choix que nous allons faire dans la liste ci-dessus. Comme nous l'avons dit, procéder de cette façon peut être assez contraignant. Il existe cependant une autre façon d'appliquer des attributs graphiques à notre fenêtre, et c'est en utilisant un jeu. Nous allons charger ce jeu dans le dossier de programme de Vectorworks. La bibliothèque des modules architecture et jardin et paysage comprend plusieurs jeux préprogrammés. Nous allons ici charger le jeu standard, que nous avons utilisé jusqu'ici.
Notre objet va donc reprendre immédiatement toutes les couleurs par défaut que nous avions au départ. Les couleurs que nous venions de définir vont donc être remplacées par le jeu qui vient d'être chargé. Utiliser un jeu d'attributs constitue donc une deuxième façon d'appliquer des attributs graphiques. Nous avons ici 5 jeux et nous pouvons à tout moment enregistrer nous-mêmes un jeu. Prenons par exemple le seuil extérieur. Vu qu'il s'agit d'un seuil en pierre, nous allons lui donner en 2D une couleur grise, comme ceci. Et nous allons pouvoir enregistrer ce jeu. Nous allons nommer ce jeu Pierre. Et ce jeu est à présent sauvegardé dans la bibliothèque utilisateur. Une fois que c'est fait, nous pouvons voir que si l'on souhaite à nouveau charger ce jeu, il apparaît dans la liste des jeux disponibles et se trouve à présent dans le dossier utilisateur. À partir du moment où l'on a un ou plusieurs jeux, il est possible de les gérer à partir de cette boîte de dialogue. Gérer signifie qu'on peut les renommer ou les supprimer. C'était donc une deuxième façon d'appliquer des attributs graphiques à un objet. En chargeant ce jeu, on charge les classes nécessaires dans le document actif. Tous les composants sont alors liés à ces différentes classes. Par exemple, si l'on reprend les composants utilisés dans les attributs graphiques, on peut voir que le vitrage est maintenant lié à une classe. 31, baie dans mur extérieur, case 3D. La même chose s'est produite pour chaque composant de l'objet dans ce document. À partir de maintenant, cela signifie que l'on peut utiliser ces classes pour sélectionner les attributs de nos composants. Nous allons par exemple prendre la classe du cadre fixe dans une section 2D. Il s'agit à nouveau de la coupe de la case en plan 2D. Si l'on définit ici une couleur unie, alors on pourrait définir également une couleur unie pour la coupe 2D, mais en utilisant une couleur un peu plus claire. On voit à présent les attributs de la classe apparaître directement dans l'affichage 2D du document. C'est ici que s'achève le premier tutoriel sur la création d'une fenêtre avec l'outil menuiserie extérieure dans Vectorworks 2016 SP2. Nous vous remercions de votre attention et nous vous disons à très bientôt.